Ce qui avait débuté comme un simple nettoyage visant à retirer de la boue au large des côtes indonésiennes, s'est transformé en la découverte de vestiges d'une masse terrestre engloutie datant de l'âge de glace. Les archéologues ont mis au jour plus de 6000 fragments fossiles, parmi lesquels des restes d'Homo erectus âgés de 140 000 ans. Cette trouvaille a forcé les scientifiques à repenser la manière dont les premiers humains vivaient, se déplaçaient et interagissaient en Asie du Sud-Est. Pendant des années, l'on crut qu'Homo erectus sur l'île de Java vivait isolé, séparé du reste du monde. Or, ces fossiles bouleversèrent totalement cette conception. Java n'était alors pas une île, mais constituait une partie d'une vaste masse terrestre baptisée Sundaland. Ainsi, l'Asie du Sud-Est s'étendait comme si l'océan avait été vidé, reliant l'Indonésie, la Malaisie, Bornéo, la Thaïlande et le Vietnam en un unique et immense territoire. Les îles actuelles de Java, Sumatra, Bornéo et Bali étaient reliées par des réseaux fluviaux rappelant probablement l'Amazonie, par des forêts où circulaient d'imposants animaux et par des plaines côtières qui seraient plus tard submergées à mesure que les températures s'élevaient. Homo erectus ne se trouvait pas contraint, il prospérait dans ce qui s'apparentait à un petit bonheur préhistorique. Ce paysage n'avait rien de ce que nous imaginons généralement de l'ère glaciaire, souvent perçu comme un désert gelé. Le niveau des mers chuta de plus de 120 mètres, une partie considérable de l'eau s'étant figée en glacier. Lorsque ces volumes se retrouvèrent emprisonnés dans la glace, d'amples portions du plancher océanique émergèrent, comme de gigantesques pierres de gué. Les premiers hommes n'avaient plus besoin de bateaux. Ils pouvaient se rendre à pied de l'actuelle péninsule indo-chinoise jusqu'à des lieux qui sont aujourd'hui des îles, explorant et chassant des troupeaux à travers ces terres ouvertes, comme sur un gigantesque réseau autoroutier préhistorique. Cette vaste autoroute est essentielle, car elle réécrit totalement la compréhension des déplacements des premiers humains. Homo erectus disposait d'un continent entier à parcourir. Il suivait les fleuves, traversait les vallées et s'adaptait à des environnements variés, de la même façon que vous découvrez des raccourcis pour vous rendre au bureau ou trouver de nouvelles routes vers votre café préféré. Comme tout était interconnecté, les animaux circulaient aussi librement. Tigres, éléphants, bovins gigantesques et tortues de la taille de petites voitures. Les humains suivaient ces impressionnants animaux. Parmi les fossiles extraits du détroit de Madura, certaines preuves de ce comportement sont apparentes, comme des carapaces de tortues portant des traces de découpe et des os de bovidés fracturés. La présence de marques précises sur les os indique que quelqu'un prélevait délibérément la viande à l'aide d'outils qu'il avait façonnés lui-même. Quant aux os fendus, ils révèlent l'extraction de moelle, sorte de pâte protéinée préhistorique, riche en graisse et idéale pour obtenir les calories nécessaires à la survie. Ce niveau de planification et de savoir-faire surpassait ce que les chercheurs attendaient d'Homo erectus. Il rapproche cette espèce des comportements observés chez les premiers Homo sapiens ou les Denisoviens, montrant qu'ils ne se contentaient pas de subsister sur des restes, ils chassaient activement, transformaient leur nourriture et la partageaient, peut-être comme le font les humains modernes. Si vous les imaginez encore comme des hommes des cavernes lourdeaux et voûtés, oubliez cela. Ils étaient d'une vivacité remarquable. Les techniques qu'ils employaient pour transformer leur nourriture se rapprochent étrangement de celles d'autres hominidés, pas uniquement Homo erectus. Nous parlons là de l'homme de Flores, des Denisoviens et des premiers Homo sapiens. Cela suggère que ces groupes n'existaient maintenant peut-être pas seulement côte à côte, mais qu'ils ont pu interagir, échanger des idées, copier des méthodes, ou même se croiser et partager des territoires. Ainsi, l'Asie du Sud-Est ne se présente plus comme une série d'îles isolées, mais comme un écosystème humain foisonnant où différentes espèces se croisaient. Et voici l'aspect tragique, tout ce que nous connaissons de ce lieu, tout ce que les humains y ont construit, perdu et découvert, repose désormais sous les eaux. À la fin de l'ère glaciaire, les glaciers fondirent comme des cornets de glace sur un trottoir brûlant. Le niveau de la mer s'éleva, d'abord lentement, puis rapidement. Les rivières débordèrent, les côtes disparurent, et des paysages humains entiers furent engloutis par les vagues. Sundaland fut submergé sur des milliers d'années, et ses habitants durent y s'adapter, ou se réfugier sur des terres plus élevées. Les archéologues tentent aujourd'hui d'interpréter les modes de vie de ces populations, ainsi que le nombre d'espèces humaines ayant foulé ce territoire. Chaque nouvel os ou artefact extrait du fond marin nous rapproche un peu plus de la réécriture complète de ce que nous pensions savoir sur les migrations humaines anciennes. Cette découverte,
pourrait indiquer que l'Asie du Sud-Est eut autant d'importance pour l'évolution humaine que l'Afrique, le Moyen-Orient ou l'Europe. Sundaland ne représentait pas une simple péripétie secondaire, mais une véritable zone de rencontre, où l'humanité expérimentait, s'adaptait, apprenait et progressait. Des découvertes inattendues, comme celles survenues en Indonésie, continuent d'émerger à travers le monde, surprenant les scientifiques. En Chine, des agriculteurs espéraient récupérer des excréments de chauves-souris pour en faire des engrais naturels dans une étroite grotte calcaire. Ils tombèrent cependant sur des fragments d'os fossilisés, ressemblant étrangement à des parties d'un crâne humain. Ce crâne s'avéra extrêmement ancien, âgé d'environ 300 000 ans. Les chercheurs le baptisèrent, finalement, Maba 1. Découvert dès 1958, ce fossile suscita depuis lors de vives discussions quant à l'espèce humaine à laquelle il appartenait. Durant le Pléistocène moyen tardif, le monde s'apparentait à un véritable carrefour où déambulaient différentes espèces humaines anciennes. Ou, peut-être, Maba 1 provenait-il d'une espèce encore inconnue. Le principal problème résidait dans le fait que les chercheurs ne disposaient que d'une partie du crâne, ni mâchoire, ni autres os, comme tenter de résoudre un gigantesque puzzle avec la plupart des pièces manquantes. Pendant longtemps, on supposa qu'il pouvait s'agir d'un néandertalien. Mais l'emploi de la microtomographie, semblable à une supervision permettant d'examiner l'intérieur des fossiles sans les endommager, révéla d'étranges structures tubulaires reliant certaines zones de la boîte crânienne, structures quasi inexistantes chez les néandertaliens. L'agencement interne du crâne s'apparentait davantage à Homo erectus, une espèce humaine bien plus ancienne, sans pour autant correspondre parfaitement. La taille et la forme du crâne se rapprochaient des humains modernes et des néandertaliens, tout en présentant des caractéristiques inhabituelles pour Homo erectus. La région frontale était plus courte, et le bregma, point de jonction de deux os crâniens, épaissi. Maba 1 portait également une curieuse dépression sur le front, comme un bleu figé dans le temps. Quelle qu'en fût la cause, chute, anémie ou autre, elle survint alors que la personne était vivante. L'absence de signes d'infection suggère que l'individu guérit et poursuivit sa vie après ce traumatisme. Ainsi, Maba 1 ne correspond parfaitement à aucune espèce connue, mais il présente des caractéristiques partagées avec plusieurs d'entre elles, et dégage la même aura de fossiles mystérieux que d'autres découverts à travers l'Afrique. En 1976, la célèbre paléontologue Mary Leakey et son équipe mirent au jour un autre crâne humanoïde en Tanzanie. Ce crâne révélait des traits étonnamment proches de ceux d'Homo sapiens, bien qu'il fût extrêmement ancien. Les chercheurs considèrent qu'il pourrait s'agir de l'un des plus anciens représentants de notre espèce jamais identifiée, offrant ainsi la possibilité de répondre à l'une des questions majeures de la science. À quel moment précis Homo sapiens est-il apparu pour la première fois? La couche sédimentaire où ce crâne fut découvert remonte au Pléistocène moyen, soit bien plus tôt que ce que les anciens manuels affirmaient sur l'apparition de l'homme moderne. Il existe également le crâne découvert dans la mine de zinc de Broken Hill en Zambie. Les mineurs y tombèrent littéralement par hasard, accompagnés de quelques autres ossements. Les scientifiques le surnommèrent « homme de Rhodésie », et l'on crut d'abord qu'il constituait le chaînon manquant entre Homo erectus et Homo sapiens. Toutefois, grâce à des méthodes de datation plus précises et à de nouveaux outils de recherche, il fut établi qu'il avait environ 299 000 ans et appartenait très probablement. Lorsqu'on pense aux teintes les plus coûteuses, l'or, l'argent et la pourpre viennent sans doute à l'esprit. Pourtant, à l'époque de Pompéi, le bleu faisait l'objet de toutes les fascinations. Appelé d'abord bleu égyptien, puis renommé bleu pompéien, ce pigment était l'incarnation du luxe, ornant avec éclat les murs d'Égypte, dès 2500 avant notre ère. À Pompéi, la demande était telle que le bleu pouvait valoir davantage encore que la pourpre, pourtant déjà réputée pour son prix exorbitant. Mettre la main sur un artefact bleu de Pompéi est déjà exceptionnel. Alors imaginez une salle entière. En mai 2024, les archéologues ont enfin révélé une pièce intégralement bleue, décorée de fresques représentant des figures féminines et des symboles des 4 saisons. Ce trésor avait en réalité été découvert au temps des Bourbons, mais la fouille complète n'a été menée à bien que récemment. D'une superficie modeste, environ 8 mètres carrés, cette salle n'en demeure pas moins remarquable, car ce bleu vif était réservé aux lieux les plus prestigieux. Les chercheurs estiment qu'il s'agissait peut-être d'un sanctuaire destiné à des rituels,
ou à la conservation d'objets sacrés. On y a trouvé des cruches de bronze, des lampes, ainsi qu'une quinzaine d'amphores massives. Véritables ancêtres des Tupperware, ces amphores servaient à transporter des liquides tels que l'huile d'olive, diverses boissons ou le garum, une célèbre sauce de poisson fermentée dont les Romains raffolaient. Leur base effilée obligeait à les poser sur un support ou à les enfouir dans le sol, mais cette forme permettait un transport remarquablement efficace. Les archéologues ont également découvert des matériaux destinés à des travaux de rénovation, ainsi qu'une quantité étonnante de coquilles d'huîtres vides. On pourrait croire que la salle avait accueilli de somptueuses réceptions où l'on dégustait huîtres et amphores de vin. Mais il n'en est rien. Selon les experts, ces coquilles étaient broyées, afin d'être incorporées au plâtre et au mortier. La trouvaille suivante avait été exhumée il y a environ 20 ans, mais ce n'est qu'en 2024 que les chercheurs ont compris son importance. Ils avaient ici mis au jour le plus ancien fromage jamais retrouvé, âgé d'environ 3600 ans. Le précédent record appartenait à un fromage de 3200 ans, trouvé dans la tombe égyptienne d'un haut dignitaire du nom de Ptahmès. À l'époque, on avait trouvé des jarres brisées, contenant une masse solide et blanchâtre, et il fallut une enquête minutieuse pour confirmer qu'il s'agissait bien de fromage, et non d'une étrange expérience antique ratée. Revenons à ce fromage âgé de 3600 ans. Il ne reposait pas là comme une simple relique oubliée. Il faisait partie intégrante du rituel funéraire. On l'a découvert dans la tombe d'une jeune femme originaire du nord-ouest de la Chine, suspendue à son cou tel un pendentif insolite, une parure faite de lait figé. Quant à son goût, les spécialistes interrogés ont immédiatement décliné l'idée d'y goûter, leur refus étant sans appel. Personne donc n'a cherché à savoir s'il conservait une odeur piquante ou une saveur prononcée. Grâce aux technologies modernes, il est néanmoins possible d'en analyser la composition et d'identifier certaines traces aromatiques. Et même si l'on osait le goûter, il ne serait guère appétissant, car il est désormais dur comme la pierre. Les chercheurs ont déterminé qu'il s'agissait sans doute d'un fromage de kéfir, élaboré à partir de lait fermenté avec des grains de kéfir, associant lait de chèvre et de vache. Ironiquement, la défunte appartenait au peuple de Xiaohe, probablement intolérant au lactose. Cependant, malgré la rareté des ressources végétales, ce fromage de kéfir, très pauvre en lactose, leur restait parfaitement digeste. Vous souvenez-vous de l'époque où tout paraissait plus éclatant, l'herbe semblait plus verte, les gens plus aimables, et les arbres d'une majesté singulière? Bon, peut-être pas pour l'herbe ni pour les gens, mais pour les arbres, c'est autre chose. En 2024, des fossiles de plantes découverts au Nouveau-Brunswick, au Canada, ont provoqué l'étonnement du monde scientifique. On y a identifié Sanfordiacolis densifolia, un arbre vieux de plus de 350 millions d'années, doté d'un tronc orné de plus de 250 larges feuilles, dont certaines atteignaient 1,70 m. Plutôt qu'une couronne classique, sa silhouette évoquait celle d'un goupillon, posé sur un tronc mince de 16 cm à peine. On pourrait dire qu'il avait privilégié la croissance des feuilles au détriment du tronc. Contrairement à la plupart des arbres anciens, souvent représentés comme de simples colonnes végétales, celui-ci se distingue nettement, rappelant à la fois les fougères et les palmiers, bien que ces derniers soient apparus plus tard. Les fossiles, admirablement conservés, reposaient dans un ancien lac de failles formées après un séisme. Si beaucoup y voient une curiosité, les savants y discernent un précieux indice pour reconstituer l'évolution de la Terre à travers les âges. Je l'admets, entre ces salles bleues, ce fromage antique et ces arbres préhistoriques, il y a de quoi douter de l'avenir. Pourtant, une découverte récente pourrait bien ranimer l'espoir. En 2024, des astronomes ont identifié une nouvelle planète potentiellement habitable, baptisée Gliese 12b. Un peu plus petite que la Terre mais plus grande que Vénus, elle gravite autour d'une paisible naine rouge, située à environ 40 années-lumière, dans la constellation des Poissons. Cette étoile ne représente que 27% de la taille du Soleil et dégage environ 60% de sa chaleur, plaçant ainsi Gliese 12b dans la fameuse zone habitable, où l'eau liquide pourrait exister, malgré son orbite rapide de 12,8 jours. Si elle est dépourvue d'atmosphère, sa surface atteindrait près de 42 degrés. De quoi convenir à ceux qui supportent sans peine les étés brûlants d'Occitanie. Le seul problème, c'est que Gliese 12b se situe à 12 parsecs, et ici, le mot ne renvoie pas à une simple seconde écoulée. Avec notre engin spatial le plus rapide,
Le trajet prendrait environ 225 000 ans. Pour donner une idée, si l'on estime une vie humaine à 100 ans, hypothèse déjà généreuse, il faudrait près de 2250 générations pour y parvenir. Malgré tout, il est réconfortant de savoir qu'une éventuelle planète de secours existe si la Terre devait tourner mal. Et même si nous ne la visiterons sans doute jamais, son observation par le télescope spatial James Webb pourrait aider à comprendre pourquoi notre monde est resté habitable, alors que Vénus, elle, ne l'est pas. En Égypte, les archéologues ont récemment mis au jour une découverte remarquable. La partie supérieure d'une gigantesque statue de Ramsès II. Ce fragment de calcaire de 3,80 m a été exhumé à Hermopolis, aujourd'hui El Hashmonain, et s'ajuste parfaitement à la moitié inférieure trouvée en 1930. Il aura donc fallu près d'un siècle pour achever ce puzzle colossal. La sculpture représente Ramsès assis, portant une couronne et une coiffe ornée d'un cobra, symbole de son autorité sur la Haute et la Basse Égypte. Le revers de la statue est couvert de hiéroglyphes détaillant ses multiples titres, rappelant la puissance de l'un des plus grands pharaons. Réunies, les deux sections formeraient une statue d'environ 7 mètres de hauteur. Vous savez sans doute que la Statue de la Liberté fut un don de la France. Mais il est moins connu que les célèbres lions vénitiens proviendraient en réalité de Chine plutôt que d'Italie. En 1295, Marco Polo rentra à Venise après un long périple depuis un lieu qu'il appelait Cathay, que nous identifions aujourd'hui comme la Chine, rapportant des récits stupéfiants sur le papier-monnaie, le charbon ou encore le somptueux palais de Kubilai Khan à Xanadu. À l'époque, beaucoup accueillirent ces histoires avec scepticisme, et même les chercheurs modernes demeurent parfois hésitants. Malgré ses doutes, Polo reste une figure essentielle reliant l'Europe à la Chine ancienne. Or, des recherches récentes suggèrent que des liens existaient déjà avant son voyage. L'exemple le plus marquant est celui du lion de bronze de Venise, sur la place Saint-Marc. Selon des chercheurs de l'université de Padoue, il aurait été façonné à partir de cuivre extrait de la région du bas Yangtze, en Chine, il y a plus de 3 millénaires. Conclusion établie grâce à une analyse chimique menée en 2024. Ce lion ailé devint le symbole de Venise entre 1261 et 1264, sans doute avant même l'expédition de Marco Polo. On note en outre sa ressemblance frappante avec les gardiens des tombes de la dynastie Tang, ce qui laisse penser qu'il aurait subi quelques modifications avant d'atteindre la Sérénissime. En 2024, l'actualité ne se limite pas aux progrès scientifiques, elle s'illustre aussi par de véritables chasses au trésor. Lors d'une expédition sous-marine, des chercheurs ont découvert une statue en bronze de 60 cm, représentant la déesse grecque Artémis, autrefois posée sur la cheminée du Titanic. Retrouver cette œuvre relevait de l'exploit, semblable à une aiguille perdue dans une botte de foin à 4000 mètres sous l'océan. Cette pièce n'est qu'un des nombreux trésors que les archéologues maritimes recherchent encore, parmi les restes du célèbre paquebot, bien plus qu'un simple navire de luxe. Il abritait une remarquable collection d'art, d'une Renault de 1912 à cette statue inspirée de la collection du Louvre. Un pas de plus dans la mauvaise direction, et les arbalètes libéreront leurs flèches. Si vous ouvrez la mauvaise porte, vous sombrerez dans une rivière de mercure. Il est presque impossible de sortir de ce lieu, mais s'y rendre est encore plus ardu. Non, ce n'est pas le décor d'un film d'aventure sur quelques chasseurs de trésors. Il s'agit d'un véritable tombeau gigantesque, truffé de pièges et de ruisseaux de mercure toxique, et il n'est pas niché au cœur de la jungle amazonienne, ni sur une île inconnue. Ce tombeau se trouve au centre de la Chine, à proximité de la ville de Xi'an. Et savez-vous ce qui est le plus extraordinaire? Il a été édifié il y a plus de 2000 ans, et encore aujourd'hui, au XXIe siècle, nous ignorons toujours comment y pénétrer. Commençons toutefois par le commencement. Beaucoup d'entre vous ont sans doute entendu parler de l'armée de terre cuite, des milliers de sculptures en argile représentant des humains. Elles furent découvertes pour la première fois en 1974, lorsqu'un groupe de paysans creusait des tranchées près de Xi'an. Ils mirent au jour une figure détaillée à taille humaine. Et ce n'était qu'une parmi 1000. Chaque sculpture fut réalisée avec le plus grand réalisme, chacune possédant des détails qui lui étaient propres. Plus de 50 ans se sont écoulés, et les scientifiques poursuivent l'exhumation de ces sculptures. Leur nombre a désormais dépassé 8000. Mais quelle est leur fonction? Ces statues de terre cuite gardent, en quelque sorte, le tombeau de l'empereur Qin Shi Huang. Homme d'une influence considérable en Chine, il ne fut pas seulement enterré dans un simple mausolée.
ses serviteurs érigèrent un complexe funéraire de la taille d'une petite ville. Ainsi, si des milliers de gardes en argile protègent symboliquement le lieu, il est difficile d'imaginer ce qui se trouve au centre de ce tombeau ancien et colossal. Mais découvrons d'abord qui était Qin Shi Huang, avant de nous pencher sur ses pièges périlleux. Il était le premier fils du souverain du royaume de Qin, l'un des 6 royaumes qui existaient alors sur le territoire de la Chine moderne. En 259 avant notre ère, à sa naissance, ces 6 royaumes demeuraient indépendants et séparés les uns des autres. De plus, un violent conflit les opposait depuis plus de 2 siècles. Qin Shi Huang s'avéra pourtant l'homme capable de conquérir et d'unifier tous ces royaumes. Il devint bien plus qu'un simple roi. Il fut le premier empereur de Chine. Mais comment parvint-il à accomplir l'impossible? Les catastrophes naturelles, une stratégie habile, des tactiques ingénieuses et ses propres compétences lui permirent de soumettre les 6 royaumes. Les spécialistes discutent encore de certains détails de cette réussite. Tout ce que l'on peut affirmer, c'est que Qin Shi Huang était un empereur d'une grande sagesse et d'une intelligence remarquable. Il n'est donc guère surprenant que son sépulcre se révèle si immense. Il fut enseveli dans le plus vaste et luxueux complexe funéraire de toute l'histoire de la Chine. Cette étendue, de la taille d'une petite ville, recèle de nombreuses cavernes souterraines, abritant tout ce dont un empereur pourrait avoir besoin dans l'au-delà. Dans la Chine ancienne, tout comme en Égypte, on croyait que lorsqu'un empereur quittait ce monde, il pouvait emporter avec lui les biens enterrés à ses côtés. Malheureusement, cela pouvait parfois concerner des êtres humains. Qin Shi Huang, avec discernement et sagesse, choisit cependant de recourir à des statues d'argile. Mais ce qui est le plus remarquable, c'est que les architectes et les bâtisseurs de ce complexe l'ont rendu impénétrable. L'ensemble de la zone recèle d'innombrables secrets, artefacts historiques et objets d'une valeur inestimable. Au cœur de ce tombeau se dresse un somptueux palais abritant le corps de l'empereur. Imaginez combien de trésors y sont conservés. Tous étaient destinés à rester intacts et invisibles aux yeux des autres. Et il est fort probable que nous ne puissions jamais y accéder, du moins dans un avenir proche. L'ancien historien chinois, Sima Qian, évoqua ce tombeau environ un siècle après l'inhumation de l'empereur. Il écrivit que ce lieu recelait des pièges mortels, prêts à annihiler quiconque oserait pénétrer à l'intérieur. Les ingénieurs avaient installé des arbalètes chargées de flèches et répandu une immense quantité de mercure, simulant le cours des rivières. Bien sûr, cela remonte à 2000 ans, et les arbalètes ne fonctionnent probablement plus, mais le mercure, lui, demeure éternel. Métal toxique, brillant et fluide, il est fascinant à regarder, mais à ne jamais toucher. Même une minuscule goutte peut endommager votre corps. Inhalée ou ingérée, elle affecte les nerfs, le foie, les reins et provoque de nombreux autres symptômes. Et ce n'est qu'une goutte. Imaginez la dangerosité des rivières de cette substance. Qui peut savoir quelle quantité de mercure les bâtisseurs ont pu y déverser? Mais même si vous échappez à tous les pièges et évitez la rivière empoisonnée, le mercure peut encore vous nuire. Ces vapeurs traversent les fissures des murs, ce qui implique que l'ensemble du tombeau est probablement imprégné de ce métal. Et ce constat n'est pas une simple supposition. Les scientifiques ont mesuré le niveau de mercure sur le site de fouilles et l'ont trouvé bien supérieur à la normale. Pourquoi le mercure? Dans la Chine ancienne, il était perçu comme l'élixir de jouvence, la source de l'immortalité. D'après les archives, Qin Shi Huang prenait fréquemment des pilules contenant cet élément, ce qui pourrait expliquer que sa vie se soit achevée à l'âge de 49 ans. Dans tous les cas, les fouilles peuvent endommager les structures anciennes et les artefacts. Par exemple, les archéologues ont causé d'importants dégâts à la tombe de Toutankhamon lors de son exploration. On creuse le sol, et soudain l'entrée s'effondre, détruisant vases, parchemins, décorations intérieures et autres objets. Même en procédant avec soin, les inscriptions et dessins muraux peuvent être altérés par le soleil ou l'oxygène. Les lieux privés d'air frais et de rayons ultraviolets depuis des millénaires possèdent une composition chimique particulière et sont fragiles au contact du monde extérieur. Dans les années 1970, lors de l'excavation de l'armée de terre cuite, le pigment des peintures se détachait sous l'effet du soleil et de l'air. Heureusement, les archéologues s'adaptèrent rapidement
et mirent au point une technique permettant d'extraire les statues sans altérer les peintures. Ce fut un processus long et méticuleux, mais nécessaire. Et voici pourquoi. Selon des écrits anciens, l'empereur avait créé un royaume souterrain, avec un somptueux palais en son centre. Le plafond de ce palais était décoré de perles précieuses, simulant les étoiles dans le ciel nocturne. Et ce n'est que le plafond. Il est difficile d'imaginer la décoration des murs, du sol et du reste du tombeau. De plus, les scientifiques s'attendent à découvrir de nombreuses autres statues représentant les serviteurs de l'empereur. Ainsi, le tombeau de Saint-Chehuang représente un véritable paradis pour archéologues et historiens. Pourtant, il faudra plus d'une génération avant de pouvoir extraire l'ensemble des trésors qu'il recèle. Certains experts estiment que l'exploration complète de ce vaste complexe pourrait s'étendre sur plusieurs siècles. Toutefois, les nouvelles technologies archéologiques sont susceptibles de tout transformer. Par exemple, les méthodes de recherche non invasives permettent d'observer le tombeau sans y pénétrer, grâce à des dispositifs spécialisés. Une autre approche consiste à utiliser les muons, produits subatomiques issus de la collision des rayons cosmiques avec les atomes de l'atmosphère terrestre, capables de traverser des objets solides comme le feraient des rayons X. Quant aux nanotechnologies, imaginez des millions de minuscules robots excavateurs s'engageant dans le tombeau, explorant et scannant méthodiquement chaque recoin, transmettant ensuite les informations à un ordinateur qui permet aux scientifiques de créer un modèle holographique fidèle du site. Tout cela paraît fascinant, mais pour être honnête, le charme de l'archéologie s'en trouve réduit. C'est une chose de déterrer soigneusement un artefact ancien de ses mains, de l'observer de près et de le nettoyer minutieusement après des siècles passés sous terre. Il en va tout autrement lorsque l'on se contente de scruter un écran d'ordinateur. Néanmoins, les technologies utilisant des muons ou des robots divers garantissent la sécurité des chercheurs. Il vaut infiniment mieux qu'un ordinateur tombe dans un piège que cela n'arrive à un archéologue. Une découverte fascinante et pour le moins inattendue a émergé parmi les roches de la vallée d'Ica, au Pérou. Les ossements d'une baleine préhistorique, Perucetus colossus, ayant vécu il y a près de 40 millions d'années. Initialement, ces os massifs et aux formes inhabituelles n'ont pas suscité beaucoup d'intérêt, car on les a pris pour de simples rochers gigantesques. Certes, cette hypothèse pouvait intriguer, mais les choses ont pris une tournure différente lorsque les chercheurs ont réalisé qu'ils étaient face au reste d'un animal marin colossal qui arpentait autrefois les côtes du Pérou. Par ailleurs, cette baleine serait probablement l'être le plus lourd à avoir jamais existé. Désolé, la baleine bleue, on sait que tu as tout fait pour obtenir ta place au sommet. Avec une longueur de plus de 30 mètres et un poids dépassant 200 tonnes, elle mérite son statut de plus grand animal de la planète. Toutefois, il semble que son règne touche à sa fin. Il est temps de céder le titre à un nouveau prétendant. Et celui-ci est véritablement titanesque. Cette créature des océans était sans doute plus courte que la baleine bleue, mais nettement plus lourde, avec une masse estimée entre 93 et 370 tonnes. Si les calculs penchent vers la fourchette supérieure, Perucetus pourrait devenir le plus grand animal jamais connu sur Terre. Ce poids impressionnant s'explique par des os extraordinairement denses et épais, un trait qu'on observe encore aujourd'hui chez des espèces comme les lamantins ou certains des premiers cétacés. Ces os denses représentent un atout considérable pour les mammifères marins, car ils leur permettent de rester immergés la majorité du temps. Mais un excès de poids peut être problématique. Un corps trop lourd aurait tendance à couler en permanence, obligeant l'animal à dépenser une énergie considérable pour remonter à la surface. Pour éviter cela, les mammifères marins doivent posséder suffisamment de tissus plus légers, comme des muscles ou de la graisse, pour garantir leur flottabilité tout en minimisant leurs efforts. Les scientifiques ne disposaient pas du squelette complet, ce qui complique l'évaluation de la taille de l'animal. Cependant, ils ont utilisé le rapport entre les os lourds et les tissus plus légers, observés chez d'autres mammifères marins pour estimer le poids total de cette immense baleine préhistorique. Ces fossiles ont été découverts il y a environ 13 ans, et les chercheurs ont passé les 10 années suivantes à extraire la baleine de la roche. L'analyse de son anatomie et de son âge a révélé qu'elle était apparentée au Basilosaurus, une baleine dotée d'un long museau garni de dents acérées et d'un corps élancé évoquant celui d'une anguille. Même si Perucetus n'était pas plus grand que la baleine bleue, il n'en demeurait pas moins un géant régnant sur les profondeurs océaniques. Contrairement aux baleines modernes, il est plausible que cette créature ait été un prédateur s'attaquant à des proies de grande taille. Cette découverte bouleverse également notre compréhension de l'évolution des baleines.
Les chercheurs pensaient auparavant que ces majestueuses créatures avaient atteint des tailles impressionnantes il y a environ 5 millions d'années lorsqu'elles ont commencé à consommer une grande quantité de petites proies. Or, voici la preuve que des baleines gigantesques existaient bien avant. Toutefois, il reste à élucider comment cette baleine trouvait suffisamment de nourriture pour subvenir à ses besoins. Par ailleurs, il reste difficile de déterminer précisément le régime alimentaire de cette ancienne créature. Avec sa taille imposante et sa nage lente, elle devait probablement chercher sa nourriture dans des eaux peu profondes. Elle se nourrissait sans doute de crustacés, de palourdes ou d'autres petits animaux enfouis dans le sable. Une hypothèse propose qu'elle était charognarde, se nourrissant des restes d'animaux trouvés sur son passage. Il n'est pas rare de découvrir des fossiles d'animaux marins dans les déserts, car bon nombre de ces zones étaient autrefois immergées. Le Sahara, par exemple, était, il y a 50 à 100 millions d'années, une mer peu profonde appelée la voie maritime transsaharienne. Si cette région est aujourd'hui aride, les habitants de ces lieux avaient conscience de son passé aquatique, car ils y trouvaient souvent d'anciennes coquilles. La mer atteignait une profondeur d'environ 50 mètres, une profondeur idéale pour la baignade. Certains pourraient comparer cette région au Porto Rico d'aujourd'hui, avec son abondance de soleil et ses eaux peu profondes. Les forêts de mangroves y étaient répandues, tout comme les fonds marins recouverts de mollusques, tels que les escargots et les palourdes. Les sédiments marins déposés après l'assèchement de la mer regorgent de fossiles variés. Les créatures peuplant cet ancien monde sous-marin avaient une apparence peu engageante et étaient nettement plus imposantes que leurs descendants actuels. Un être humain de taille normale aurait à peine constitué un encas pour ces géants, loin d'un repas complet. Généralement, lorsqu'un animal s'établit sur une petite île, il peut atteindre une taille bien supérieure à celle de ses congénères continentaux. Ce phénomène, connu sous le nom de gigantisme insulaire, s'explique par la présence accrue de ressources ou la réduction du nombre de prédateurs sur les îles. Peut-être un phénomène similaire s'est-il produit dans la voie maritime transsaharienne. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une île, les mouvements incessants des eaux ont formé de petites poches isolées. Les conditions spécifiques qui y régnant ont vraisemblablement favorisé la croissance de certaines espèces. Ainsi, on retrouve des créatures telles que des serpents de mer et des silures colossaux, ainsi que d'autres poissons aujourd'hui disparus. Parmi eux, un pycnodontiforme se distinguait par ses mâchoires puissantes, qu'il utilisait pour broyer des coquilles et s'attaquer à des proies dures. La dentition de ces animaux témoigne de leur rôle de prédateurs dans cet écosystème. Leur régime alimentaire a évolué avec le temps, à l'instar de certains piranhas modernes. Mais la compétition pour dominer la chaîne alimentaire était féroce, surtout face à des prédateurs d'envergure tels que les requins, les crocodiles ou encore d'antiques ancêtres des éléphants. Le Sahara a connu plusieurs phases dans son histoire. Si vous aviez une machine à remonter le temps et que vous visitiez ce qui est aujourd'hui le plus grand désert chaud du monde tel qu'il était il y a environ 6000 ans, vous ne seriez pas confronté à une mer de sable brûlant. Vous pourriez au contraire profiter d'une promenade agréable à travers un paysage luxuriant. Les habitants de cette région, autrefois, ne laissaient donc pas de peinture sur les parois des grottes représentant des chameaux, des dunes ou des scorpions, ces éléments caractéristiques du Sahara actuel. À la place, ils dessinant des crocodiles. Ces illustrations offrent une preuve supplémentaire qu'à une époque, le Sahara regorgeait d'eau et de végétation, suffisamment pour accueillir ces imposants et redoutables reptiles. Il y a environ 3 milliards d'années, la Terre était probablement presque entièrement recouverte d'eau. Aujourd'hui, les océans couvrent environ 71% de la surface terrestre, mais il semble qu'à cette époque, elle ressemblait à un vaste monde océanique, sans continent véritable, seulement parsemé de quelques îles. Des scientifiques ont examiné des roches particulières en Australie occidentale, formées dans un environnement profondément immergé, appelé système de sources hydrothermales. Pour mieux comprendre, il faut mentionner deux types d'oxygène courant, O16 et O18. Ce dernier, plus lourd grâce à ses neutrons supplémentaires, s'évapore moins facilement. En analysant d'anciens fonds marins, les chercheurs ont découvert une proportion significative d'O18, bien supérieure à celle observée dans les océans actuels. Cela les a amenés à conclure qu'autrefois, la Terre comptait moins de terres émergées qu'aujourd'hui. L'Australie, autrefois un lieu verdoyant abritant de grands animaux et de vastes forêts tropicales, est aujourd'hui l'endroit idéal pour mener ce type d'études. Avec le temps, cette terre est devenue plus aride, et des déserts tels que le grand désert de Victoria se sont formés. Les forêts tropicales, quant à elles, se sont progressivement réduites aux extrémités du continent.
Ce phénomène, connu sous le nom de désertification, se produit lorsque des terres, auparavant fertiles et adaptées à l'agriculture, se transforment en désert. Si les changements climatiques naturels contribuent à cette évolution, les activités humaines, comme l'exploitation minière, l'agriculture intensive ou la construction urbaine, jouent également un rôle important dans cette transformation. Lorsque des terres deviennent désertiques, cela pose de nombreux problèmes. Elles ne peuvent plus produire de nourriture, l'eau potable y devient insuffisante, et les animaux perdent leur habitat naturel. Pour lutter contre ce phénomène, de nombreux pays ont adopté un plan. Celui-ci vise à collaborer avec les agriculteurs pour restaurer les terres dégradées, gérer l'eau plus efficacement et préserver les zones encore productives, dans le but d'améliorer les conditions de vie sur notre planète. Peu de civilisations sont aussi énigmatiques que l'Égypte ancienne. Ce puissant empire dura plus de 3000 ans. Il nous légua des pyramides toujours debout et des mythes dont l'écho résonne encore. C'est l'un des lieux les plus étudiés au monde. Et pourtant, de nouvelles découvertes continuent de nous étonner. À Abydos, des archéologues ont récemment mis au jour une tombe royale vieille de 3600 ans. Elle est immense et ornée de hiéroglyphes dorés honorant les dieux. Mais le nom du pharaon, il a disparu. Qui était donc ce souverain? Et quel nouveau chapitre de l'histoire égyptienne cette énigme pourrait-elle révéler? S'il est un endroit en Égypte où la limite entre vie et mort semble presque s'effacer, c'est bien Abydos. Pour les anciens Égyptiens, ce territoire était sacré. Ils pensaient qu'il abritait la tombe d'Osiris, le dieu qui mourut, fut démembré, puis renaquit pour régner sur l'au-delà. Cette croyance fit d'Abydos le cœur spirituel du pays. Les pharaons y firent ériger des temples majestueux, notamment celui de Séti Ier, célèbre pour sa liste royale, où sont gravés les noms de 76 souverains. Des pèlerins venus de tout le royaume y déposèrent des offrandes et participaient aux fêtes d'Osiris, durant lesquelles sa mort et sa résurrection étaient rituellement rejouées. Ce n'était pas un culte purement symbolique, c'était une sorte de Japan Expo avant l'heure, où, au lieu d'imiter des héros, les fidèles incarnaient des dieux renaissants. Les pharaons rivalisaient d'ardeur pour reposer au plus près d'Osiris, transformant Abydos en un lieu à la fois funéraire, sacré et promesse d'éternité. Des millénaires plus tard, les environs d'Abydos continuent de livrer des merveilles. Ce fut le cas de la tombe récemment découverte. Au début de 2025, une équipe conjointe d'archéologues égyptiens et américains entreprit des fouilles sous une éminence rocheuse appelée la montagne d'Anubis. Vous vous souvenez d'Anubis? Le dieu à tête de chacal, gardien des nécropoles. À 7 mètres de profondeur, ils découvrirent une sépulture royale longtemps dissimulée. Hélas, malgré des siècles de secrets, les pillards en avaient depuis longtemps dérobé les trésors. Mais tout montrait qu'elle appartenait à une figure d'importance. Comme dans un vaste manoir vide dont on devine encore l'opulence de son ancien occupant. La chambre funéraire comportait des voûtes en briques crues, hautes de plus de 5 mètres, la taille d'une girafe femelle debout. Pour un édifice vieux de 36 siècles, l'ensemble demeurait prodigieux. Et pourtant, connaissant le génie architectural des anciens Égyptiens, rien ne saurait vraiment surprendre. Aucun trésor n'a été retrouvé, aucun masque d'or, et plus tragique encore, aucun nom. Le cartouche qui aurait dû révéler l'identité du roi était illisible. Or, les tombes égyptiennes affichaient presque toujours le nom de leur occupant. Dans l'Égypte antique, un cartouche n'était rien de moins qu'une large étiquette ovale entourant, en hiéroglyphes, le nom du souverain. C'était une sorte de laissez-passer royal valable, dans ce monde comme dans l'autre. Sans lui, l'âme ne pouvait franchir les portes de l'au-delà. Car pour les Égyptiens, le nom, le reine, ne servait pas seulement à distinguer un individu, mais constituait l'essence même de son être. Tant que son règne survivait, l'esprit demeurait vivant. Être oublié, c'était subir un sort pire que la mort. Une âme sans nom ne pouvait poursuivre son voyage éternel. C'est pourquoi les cartouches se trouvaient partout, sur les temples, les obélisques, les bijoux, les statues et les parois funéraires. Leur rôle dépassait la simple inscription. Ils maintenaient la présence du pharaon visible en tout lieu. Imaginez bâtir une tombe monumentale pour que des visiteurs, 3600 ans plus tard, y pénètrent en se demandant « c'était qui déjà ?» Situation peu glorieuse, assurément.
Voilà pourquoi il n'est pas absurde d'imaginer ce souverain anonyme hantant ses pilleurs à jamais. Le cartouche, en vérité, avait une portée considérable. L'un des exemples les plus célèbres provient de la tombe de Thoutmôsis III. Sa chambre funéraire et son sarcophage étaient littéralement façonnés dans la forme d'un cartouche, faisant de l'ensemble un symbole architectural vivant de son nom. Heureusement, dans la tombe récemment découverte, tout n'avait pas disparu. À l'entrée, peints dans des reflets d'or, se tenaient deux gardiennes bien connues, les déesses Isis et Nephthys. Isis, magicienne, avait rassemblé les membres d'Osiris et lui avait rendu la vie. Nephthys, sa sœur, demeurait la pleureuse éternelle et la protectrice des morts. Ensemble, elles assuraient que quiconque reposerait ici ne traverserait pas seul l'au-delà. Un indice supplémentaire du prestige du pharaon inconnu. Mais qui pouvait-il être? Pour le découvrir, il faut remonter le fil du temps. Cette sépulture date d'une période troublée. La deuxième période intermédiaire, lorsque l'Égypte, morcelée, n'était plus dirigée par un seul souverain, mais scindée en plusieurs royaumes rivaux, chacun régnant sur son propre territoire. Une véritable version antique de Game of Thrones. Et au cœur même de ce tumulte s'élevait Abydos. Durant un temps, elle abrita sa propre lignée royale, connue sous le nom de dynastie d'Abydos. Ces souverains n'étaient pas les bâtisseurs de pyramides que tout le monde connaît. Et c'est précisément ce qui les rend si énigmatiques. Ils n'ont laissé derrière eux ni monuments majestueux, ni cités étendues, seulement quelques fragments de noms gravés sur des blocs ébréchés. Pendant des siècles, nombre d'égyptologues doutèrent de leur existence. Mais tout changea en 2014, lorsque les archéologues mirent au jour la tombe de Senebkhay, l'un de ces rois obscurs. Depuis, chaque élément connu à son sujet révèle qu'il eut une destinée singulière. Ses ossements portent 18 plaies profondes, caractéristiques des blessures reçues au combat. Son crâne, son dos et ses mains furent frappés, et il périt probablement en affrontant l'ennemi, devenant ainsi l'un des rares pharaons dont on sait qu'il mourut sur le champ de bataille. Sa sépulture, modeste et composée d'objets provenant de règnes antérieurs, contenait néanmoins une chose inestimable, la preuve de son existence. Avant Senebkhay, la dynastie d'Abydos n'était qu'une hypothèse. Grâce à lui, elle prit corps et réalité. C'est pourquoi la récente découverte pourrait être cruciale. La nouvelle tombe royale exhumée à Abydos adopte le même plan et le même style que celle de Senebkhay. Chambres en calcaire, voûtes de briques crues et divinité protectrice. Toutefois, elle se distingue par sa taille bien supérieure, ce qui suggère qu'elle appartint peut-être à un souverain d'Abydos plus ancien encore, et doté d'un pouvoir plus vaste. Quel qu'il fût, ce roi voulait que sa mémoire se perpétuât aux côtés de celle des plus grands. Ironie du sort, l'histoire elle-même semble avoir tenté de l'effacer. Peut-être que d'autres découvertes, à proximité de son tombeau, nous livreront davantage d'indices. Et, en effet, il y a plus. Et c'est plutôt fascinant. Non loin d'Abydos, dans le village de Banawit, les archéologues ont mis au jour un atelier de poterie remontant à l'époque romaine. Vous avez bien entendu, un atelier de poterie à 2 pas du tombeau d'un pharaon. Le site comportait d'immenses fours d'argile, des salles de stockage et de nombreux éclats brisés appelés ostraka. Ces tessons faisaient office de notes anciennes, à ceci près qu'au lieu de listes de courses, ils portèrent des reçus en grec et en démotique égyptien, de menus registres de transactions quotidiennes, des traces qu'on ne s'attendrait guère à trouver auprès d'un roi d'une dynastie oubliée. Ces potiers ont peut-être manqué une belle occasion. Au lieu de graver des reçus fastidieux, ils auraient mieux fait de vendre des tasses à l'effigie d'Osiris et des figurines d'Anubis pour les pèlerins et les voyageurs. Mais ce n'est pas tout. Il semble qu'après plusieurs siècles, durant l'ère médiévale, ce même sol soit devenu un cimetière. Les archéologues y ont découvert des tombes en briques crues renfermant des squelettes humains. Cela laisse penser qu'Abydos garda son aura sacrée bien après l'époque des pharaons. Mais pourquoi cette colline, encore et toujours, serait-ce réellement une porte vers l'au-delà? Après tout, c'est ici même que l'on disait que reposait Osiris. Cette croyance, persistante comme une ombre, traversa les millénaires avec une force suffisante pour attirer aussi bien les rois antiques que les familles médiévales. Les rites changeaient, mais le sol demeurait sacré. Cela dit, rendons justice aux Romains. Ils n'étaient pas là pour vénérer Osiris, mais pour façonner des poteries. L'histoire d'Abydos est loin d'être close. Les fouilles se poursuivent, et nul ne sait ce que l'avenir révélera.
Les archéologues disposent aujourd'hui d'outils semblables à des lunettes à rayons X pour le désert. Chaque balayage pourrait révéler une chambre secrète ou, avec un peu de chance, restituer son règne perdu à notre pharaon sans nom. Je dois avouer m'être étrangement attaché à percer ce mystère, alors espérons... Petit avertissement, si vous vous passionnez pour les extraterrestres et croyez à tous ces récits de premier contact, il serait préférable d'ignorer cette vidéo. Ce que vous allez entendre correspond à une réalité brute et, oui, elle pourrait vous décevoir. À l'inverse, si leur simple évocation vous met mal à l'aise, ce contenu pourrait bien vous apaiser. Enfin, si vous ne croyez pas aux petits hommes verts, mais vous retrouvez sans cesse à débattre avec leurs partisans, contentez-vous de leur montrer ceci. Avant toute chose, sachez qu'aucune preuve tangible ne confirme l'existence d'une vie extraterrestre intelligente. En revanche, de solides éléments indiquent que les incidents liés à de prétendus aliens, dont vous avez entendu parler toute votre vie, possèdent en réalité des explications tout à fait rationnelles. L'un des cas les plus célèbres demeure « Incident de Roswell ». Le 8 juillet 1947, un objet étrange s'écrasa dans un ranch du Nouveau-Mexique, décrit comme un disque volant. L'affaire fut d'abord relayée par un journal local avant de se propager à l'échelle nationale. Certains affirmèrent qu'il s'agissait d'un vaisseau extraterrestre, tandis que les autorités évoquèrent un ballon météorologique. Leur version fut rejetée, les rumeurs se multiplièrent, et d'innombrables théories virent le jour. Des années plus tard, une fois le battage médiatique retombé, la vérité finit par être révélée. Cette fameuse soucoupe volante appartenait à un programme gouvernemental secret, un ballon de haute altitude destiné à détecter des essais nucléaires. Malgré ces révélations, beaucoup refusèrent d'y croire. L'incident de Roswell se transforma en véritable phénomène culturel, notamment chez les amateurs d'ovnis. Pourtant, parmi les milliers d'ouvrages, articles et documentaires consacrés au sujet, aucun fait établi ne démontre l'implication d'un vaisseau extraterrestre. Cette même année, un autre objet énigmatique fut découvert et attira également l'attention du public. Le lieu exact de sa chute demeure inconnu, bien que beaucoup l'associent à Roswell. À première vue, ce fragment métallique paraissait exceptionnel. Sa structure interne ne ressemblait à rien de connu, ce qui renforça l'hypothèse d'une origine extraterrestre. Des analyses plus poussées révélèrent toutefois un alliage composé de magnésium et de zinc, avec quelques traces de bismuth, de plomb et d'autres éléments. Certes, leur seule présence n'atteste pas d'une fabrication terrestre, ces substances étant répandues dans l'univers. Cependant, l'étude de la composition isotopique du magnésium et des autres matériaux permit aux scientifiques de conclure que cet alliage avait bien été produit sur Terre. Néanmoins, un élément de l'échantillon suscita des interrogations, le bismuth. Ce composant attira particulièrement l'attention des chercheurs. Certains avancèrent l'idée que des extraterrestres pourraient l'utiliser dans des systèmes de propulsion ou de vol. Toutefois, ces hypothèses restaient entièrement spéculatives. Le bismuth analysé contenait en réalité des impuretés, démontrant clairement une production selon des procédés industriels terrestres classiques, et non à l'aide d'une technologie inconnue. Or, une telle technologie exigerait un alliage de bismuth parfaitement pur. Or, les analyses révélèrent la présence d'impuretés de plomb, preuve évidente qu'aucune origine extraterrestre n'était en cause. L'objet fut donc fabriqué sur Terre par des humains. Son mode de production demeurait néanmoins atypique, en raison de la combinaison spécifique des éléments. Il présentait également des traces de dommages liées à un impact ainsi qu'à une exposition thermique. Il s'agissait très probablement d'un composant appartenant à un autre ballon de surveillance classifié. Que diriez-vous d'un autre incident associé aux extraterrestres? Examinons à présent le signal WOW. En 1977, un radiotélescope situé dans l'Ohio capta un signal inhabituel en provenance de l'espace profond. Celui-ci dura 72 secondes et se distingua nettement du bruit de fond cosmique. L'astronome Jerry Ehman, à l'origine de sa détection, fut si surpris qu'il inscrivit un « wow » sur ses relevés. La communauté scientifique envisagea brièvement qu'il puisse s'agir d'un message issu d'une technologie extraterrestre, mais le signal ne fut jamais observé de nouveau. Des explications ultérieures suggérèrent qu'il provenait des émissions radio d'une étoile à neutrons, amplifiée par un nuage d'hydrogène froid. D'autres cas similaires disposent également d'interprétations rationnelles accessibles en ligne. Toutefois, ces événements remontent à plusieurs décennies. Qu'en est-il alors des récits contemporains? Vous avez sans doute vu des vidéos filmées par des pilotes montrant des objets rapides et insaisissables.
Après analyse, les scientifiques relevèrent un point troublant. Leur comportement semblait contredire les lois de la physique. Si un objet se déplaçait à de telles vitesses dans l'air ou dans l'eau, la friction devrait engendrer une traînée thermique visible ou une lueur de plasma. Or, rien de tel n'apparaît dans ces images. Faut-il pour autant y voir une technologie extraterrestre? Rien n'est moins sûr. L'explication la plus simple reste que les caméras utilisées n'étaient pas suffisamment performantes pour restituer fidèlement ce qui se passait. Nous ignorons la distance séparant l'objet de la caméra, tout comme sa vitesse réelle. Il peut tout aussi bien s'agir d'un artefact visuel, d'un défaut de capteur ou d'une distorsion optique. Si vous êtes encore convaincu que ces images montrent de véritables ovnis, posez-vous une question simple. Pourquoi, après tant d'années, ne disposons-nous toujours d'aucune vidéo de qualité? Pourquoi sont-elles systématiquement floues, en basse résolution, souvent en noir et blanc? Des millions d'images floues ne valent rien face à une seule séquence claire en haute définition. Or, une telle preuve n'existe pas. La probabilité que ces observations relèvent d'illusions d'optique ou d'erreurs instrumentales est bien supérieure à celle d'une origine extraterrestre. Beaucoup souhaitent croire aux aliens et amplifient donc chaque information évoquant une technologie venue d'ailleurs. Un exemple frappant est Oumuamua, premier objet détecté à avoir traversé notre système solaire depuis l'espace interstellaire. Certains ont affirmé qu'il s'agissait d'une sonde extraterrestre. En réalité, il s'agissait presque certainement d'un corps naturel, comparable à un astéroïde interstellaire. Vous souvenez-vous de la récente panique entourant 3i Atlas? Des rumeurs en ligne prétendaient qu'il s'agissait d'un objet artificiel qui s'approcherait de la Terre en novembre 2025 et changerait nos vies à jamais. Novembre est passé. L'objet s'éloigne. Aucune invasion extraterrestre n'a eu lieu. Cela signifie-t-il que la seule manière de trouver une vie extraterrestre est d'attendre que des rochers spatiaux passent au hasard, ou d'espérer que quelqu'un filme un ovni en 4K? Pouvons-nous faire quelque chose? Oui, nous pouvons rechercher des technosignatures. Les technosignatures sont des signes d'activité technologique susceptibles d'être produits par une intelligence. À l'inverse, les biosignatures, comme les microbes ou certaines molécules, témoignent d'une vie élémentaire, mais leur détection à l'échelle cosmique demeure extrêmement complexe. Les technosignatures sont plus accessibles. Elles incluent des signaux radio, des émissions laser ou des polluants atmosphériques comme le dioxyde de carbone ou le méthane. La Terre elle-même émet de telles signatures détectables à distance. Dès lors, pourquoi ne pas chercher ces mêmes indices sur d'autres mondes? Par où débuter? Il y a plus de 6000 exoplanètes connues. Toute technologie extraterrestre reposerait sur les mêmes principes de physique et de chimie que les nôtres, puisque leurs lois sont supposées universelles. Il est donc envisageable que d'immenses panneaux solaires, sur une planète lointaine, génèrent un excès de chaleur détectable. De même, une industrie à grande échelle pourrait émettre des composés chimiques observables grâce à de puissants télescopes. Les chercheurs disposent d'une liste de technosignatures à surveiller. Lorsqu'un signal semble correspondre à ces critères, le véritable travail commence. Il faut déterminer s'il provient d'une technologie ou d'un phénomène naturel. Il y a quelques années, des astronomes ont étudié Étoile de Tabi, située à environ 1280 années-lumière. Ils ont observé un assombrissement inhabituel, comme si un objet colossal en masquait périodiquement la lumière. Ce comportement étrange a alimenté des hypothèses évoquant des mégastructures extraterrestres, voire un gigantesque vaisseau à proximité. En réalité, ce phénomène s'explique simplement par la présence de poussière cosmique. C'est pourquoi chaque technosignature exige une vérification rigoureuse. À ce jour, aucune n'a été confirmée. L'univers est vaste, les planètes extrêmement éloignées, et il est possible que nous soyons tout simplement incapables de nous détecter mutuellement. Même s'il existe une autre vie intelligente, la communication pourrait demeurer hors de portée avec les technologies actuelles, tant pour eux que pour nous. Le physicien italo-américain Enrico Fermi a résumé cette énigme par une simple question. Où est tout le monde? Comment expliquer qu'aucune civilisation, dans l'immensité du cosmos, ne nous ait encore contactés? La réponse la plus troublante est aussi la plus simple. Peut-être sommes-nous vraiment seuls. Certes, il est envisageable que les extraterrestres choisissent de ne pas entrer en contact, ou qu'ils ne disposent pas encore des moyens de communiquer à travers les étoiles. Mais soyons réalistes, l'existence des extraterrestres demeure, à ce jour, hautement improbable. Dans un avenir proche, des chercheurs parviennent à extraire l'ADN d'une créature disparue depuis la nuit des temps.
Ils comblent ensuite les fragments manquants avec les gènes issus d'un animal contemporain, avant de tenter, dans un laboratoire ultramoderne, de ressusciter l'espèce ainsi reconstituée. Cela vous semble familier? Eh oui, c'est l'intrigue du premier Jurassic Park. Pourtant, nous vivons désormais à une époque où cette démarche relève bel et bien de la recherche, même si, cette fois, la vedette n'est ni un raptor, ni un T-Rex. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les scientifiques de Colossal Biosciences ambitionnent de faire renaître le moa géant. Imaginez une autruche, mais 2 fois plus haute et nettement plus massive. Cet énorme oiseau, incapable de voler, s'est éteint il y a environ 6 siècles. Il arpentait autrefois les forêts de Nouvelle-Zélande, pouvant atteindre près de 3,50 mètres lorsque son cou était déployé, ce qui en faisait le plus grand oiseau ayant jamais foulé la terre. Il approchait les 230 kg, sans pour autant être le plus lourd jamais connu. Un titre détenu par l'oiseau-éléphant de Madagascar. Malgré tout, croiser 230 kg d'oiseaux lancés à pleine vitesse dans les bois n'avait rien de rassurant. Le moa géant ne possédait ni aile fonctionnelle, ni bec destiné au combat. Et n'en avait nul besoin. Durant des millénaires, il vécut paisiblement à l'abri de tout prédateur naturel, occupant presque la position d'oiseau souverain. Presque, car seul l'aigle de Haast, un rapace monumental doté d'une envergure de 3 mètres et de serres comparables à des couteaux à steak, pouvait l'abattre. Tel était l'équilibre naturel, jusqu'à l'arrivée de l'homme. Autour du XIIIe siècle, les Maoris s'établirent en Nouvelle-Zélande et, comme tout peuple confronté à une terre nouvelle, s'adaptèrent promptement. Le moa, immense et peu rapide, devint une ressource alimentaire essentielle, sans doute fort appréciée. En quelques générations à peine, l'espèce s'éteignit et l'aigle de Haast disparut à sa suite faute de proie. Ainsi va la chaîne alimentaire. Habiles chasseurs construisant leur vie sur un territoire inédit, les Maoris marquèrent toutefois un tournant majeur dans l'écosystème néo-zélandais, un sujet encore débattu aujourd'hui. Le moa n'était pas seulement gigantesque, il contribuait largement à la vigueur des forêts. Et 6 siècles plus tard, les chercheurs envisagent de le recréer grâce à des technologies de pointe et à des indices hérités du passé. Pourquoi, dès lors, déployer tant d'efforts pour ressusciter un oiseau disparu depuis si longtemps? Selon Colossal Biosciences, la même entreprise à l'origine des louveteaux Deerwolf, modifiés génétiquement, l'enjeu dépasse largement le simple effet spectaculaire. Les moas auraient à façonner le paysage lui-même. En Nouvelle-Zélande, ils régulèrent la végétation et assurèrent la dispersion des graines des plantes indigènes, empêchant les forêts de devenir denses et déséquilibrées. Leur absence priva certaines espèces de leurs principaux diffuseurs de graines, tandis que les arbustes envahissants gagnèrent du terrain dans des zones autrefois maîtrisées. L'idée est donc la suivante. Puisque l'on ne peut remonter le temps, peut-être est-il possible de redémarrer le système en réintroduisant un animal capable d'assurer la même fonction écologique. Mais comment ramener une espèce éteinte? Et cela relève-t-il réellement du possible? D'une certaine manière, oui, mais pas selon le modèle de science-fiction où l'on clonerait un dinosaure complet. Le moa a disparu depuis des siècles, et son ADN, fragmenté et détérioré, comporte d'immenses lacunes. Les chercheurs ne viseront donc pas une copie parfaite. Ils procéderont plutôt à une recomposition. Ils utiliseront les segments exploitables de l'ADN du moa, puis combleront les manques grâce aux gènes d'un parent vivant, vraisemblablement l'émeu. Grâce à l'outil CRISPR, comparable à un logiciel de retouche appliqué au génome, ils combineront l'ensemble, modifieront l'embryon et le développeront en laboratoire. Si tout fonctionne, l'animal obtenu ressemblera, se déplacera et se comportera comme un moa, sans pour autant en être un double génétique. Il ne s'agira ni d'un clone, ni d'un spécimen parfaitement authentique. Toutefois, Colossal Biosciences estime cela suffisant. Si l'animal adopte les comportements du moa et remplit le même rôle écologique, l'objectif est atteint. Il ne s'agit donc pas de recréer littéralement le passé, mais de façonner un organisme nouveau chargé d'assumer une fonction ancienne. C'est ici que les choses deviennent intéressantes. Colossal Biosciences ne semble qu'entamer son entreprise. L'équipe dispose déjà d'une véritable feuille de route consacrée au retour d'espèces disparues. Outre le moa géant, elle s'emploie à ressusciter le mammouth laineux, le dodo et le thylacine, également appelé tigre de Tasmanie. Chacun s'est éteint pour des raisons distinctes, mais l'objectif demeure identique. Créer une forme moderne capable de combler les vides écologiques qu'ils ont laissés.
Les mammouths laineux étaient des éléphants de l'ère glaciaire, compagnons occasionnels des paresseux terrestres, faisant vibrer le sol arctique à chacun de leurs pas, abattant arbres et tassant la neige. Durant cette époque, la région n'était pas le désert glacé actuel, mais la steppe à mammouth, une vaste prairie sèche et venteuse, s'étendant de l'Espagne à la Sibérie puis jusqu'à l'Alaska, couverte d'herbes résistantes au froid et de buissons épars. Les mammouths contribuaient à maintenir cet équilibre. Certains chercheurs estiment que leur disparition aurait favorisé la transformation de ces milieux ouverts en zones humides saturées, capturant davantage de carbone. L'idée est donc de combiner l'ADN du mammouth avec celui de l'éléphant d'Asie afin de créer un hybride laineux adapté au froid, susceptible d'aider l'Arctique à conserver ses prairies plutôt que de basculer vers les marécages et peut-être même de ralentir le réchauffement en préservant plus longtemps le permafrost. Le dodo est sans doute l'espèce disparue la plus emblématique de l'histoire. Il vivait à l'île Maurice, se nourrissant de fruits et participant à la dispersion des graines dans la forêt. Après l'arrivée des navigateurs européens, sa population déclina progressivement jusqu'à s'éteindre à la fin du XVIIe siècle, moins d'un siècle après sa découverte. Certains scientifiques pensent que son absence a profondément marqué l'écosystème insulaire. On cite souvent le tambalacoque, ou arbre du dodo, qui aurait peut-être dépendu de l'oiseau pour favoriser la germination de ses graines. Bien que cette hypothèse soit débattue, il demeure probable que le dodo contribuait à l'équilibre végétal de l'île. Colossal Biosciences cherche désormais à introduire un oiseau s'en approchant, dans l'espoir qu'il participe à la revitalisation de ces forêts. Et puis vient le thylacine, sans doute mon préféré. À la fois proche du loup et du kangourou, orné de rayures rappelant celles d'un tigre, il n'en demeurait pas moins un prédateur majeur régulant les populations de proies de son territoire. Accusé d'attaques contre le bétail, il fut traqué jusqu'à l'extinction. Les chercheurs pensent qu'un nouveau thylacine pourrait contribuer à restaurer l'équilibre là où il a été rompu. Ainsi, même si le moa attire aujourd'hui toute l'attention, il ne constitue qu'un projet parmi une liste bien plus ambitieuse. Toutefois, c'est ici que s'ouvre le véritable débat, car ce programme de retour des bêtes d'antan ne fait pas l'unanimité. Tandis que certains scientifiques rêvent d'offrir une seconde chance à ces espèces, beaucoup s'interrogent encore. Aidons-nous réellement l'environnement, ou nous contentons-nous de le sonder à coups de technologies coûteuses? Ces créatures nouvelles ne sont pas des reproductions fidèles, mais des recompositions. Suffisamment proches peut-être, mais jamais identiques. De plus, les écosystèmes ne fonctionnent pas comme des machines dont on remplacerait simplement une pièce en espérant retrouver le même résultat. Il existe aussi une inévitable part d'incertitude. Un moa conçu en laboratoire pourrait se comporter autrement que son ancêtre, consommer des plantes inadaptées ou perturber l'équilibre local en dominant des espèces absentes lors de son existence passée. Certains spécialistes redoutent qu'introduire de nouveaux organismes dans les écosystèmes actuels ne se retourne contre nous. Le monde où ils reviendraient a changé, et, dans certains cas, leurs anciens habitats ont purement disparu. À cela s'ajoute une inquiétude plus profonde, le message transmis au sujet de l'extinction. Si l'on croit qu'il suffit de ramener une espèce pour corriger une perte, ne risque-t-on pas d'affaiblir la perception de l'urgence écologique? Protéger les espèces menacées semblera-t-il moins vital si l'extinction cesse d'être définitive? Malgré une prouesse scientifique indéniable, les questions éthiques persistent. Faut-il raviver des espèces perdues ou redoubler nos efforts pour préserver celles qui subsistent encore? Et si ces deux approches doivent coexister, comment les mener à bien? Qu'il s'agisse de mammouths, de moas ou de dodos, une chose est sûre. Nous n'étudions plus simplement la nature, nous possédons désormais le pouvoir d'en modifier les règles. Et comme le rappelait l'oncle Ben, un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. Dites-nous ce que vous en pensez et comme toujours, restez du côté sympa. Au cours des 30 dernières années, les scientifiques ont fait une incroyable découverte d'une nouvelle créature vivant profondément sous la surface de l'océan. Le nom de cette créature est l'éponge harpe. Si tu te demandes pourquoi il a fallu tant de temps pour découvrir cet animal, il faut savoir qu'il vit généralement à une profondeur d'environ 3400 mètres sous la surface de l'océan. Cette espèce d'éponge a été découverte pour la première fois au large de la Californie grâce à un robot suffisamment solide pour explorer ces profondeurs extrêmes que l'océan a à offrir. C'est sans aucun doute une zone de la planète où même les créatures à l'apparence la plus bénigne peuvent être potentiellement dangereuses.
Et les scientifiques ont été surpris de constater que cette créature était bien plus qu'une simple éponge. Cela peut sembler évident, mais l'éponge harpe a été baptisée ainsi parce que sa structure de base, appelée aube, a la même forme qu'une harpe. Chaque aube est composée d'une branche horizontale soutenant plusieurs branches verticales parallèles. Mais ne te laisse pas tromper par l'apparence fantaisiste et amusante de l'éponge harpe, ou par son joli nom. C'est un redoutable chasseur des profondeurs. Elle a une capacité unique de capturer et d'envelopper de petits animaux à l'aide de ses rhizoïdes, des fibres courtes et fines. Grâce à elle, l'éponge harpe s'accroche au fond vaseux et mou de l'océan et attrape les minuscules créatures qui se retrouvent prises dans ses branches par les courants des profondeurs. D'autres créatures spongieuses se nourrissent souvent en prélevant des bactéries et des morceaux de matière organique de l'eau de mer et en les filtrant à travers leur corps. Mais pas notre éponge harpe. Au lieu de cela, elle attrape son futur repas avec de minuscules crochets barbelés qui recouvrent chacune de ses branches. L'éponge harpe a une préférence pour les petits crustacés comme les crabes, les écrevisses et les crevettes. Une fois qu'elle en tient un dans ses griffes, elle enveloppe l'animal d'une fine membrane avant de commencer à le digérer lentement. Les chercheurs pensent que l'éponge harpe utilise cette méthode d'alimentation car il n'y a pas assez de nutriments en profondeur. Cela rend l'alimentation traditionnelle par filtrage des particules moins efficace. Les recherches ont montré que cette créature est encore en train d'évoluer. Les premières éponges harpes que les chercheurs ont trouvées n'avaient que 2 aubes. Mais plus tard, les scientifiques ont découvert d'autres spécimens qui avaient 6 aubes. L'éponge harpe pourrait avoir évolué vers cette structure élaborée, ressemblant à un bougeoir, pour augmenter sa surface. En général, les éponges harpes atteignent une taille de 30 cm, mais les chercheurs en ont trouvé une qui en faisait le double. L'éponge harpe est aussi belle que rare. Tu vois ces petites boules blanches au sommet des branches ? Maintenant, pourquoi ne pas se pencher sur d'autres créatures qui vivent sous la zone photique des océans de la Terre ? Il s'agit de la zone située sous la surface de l'océan qui reçoit encore un peu de lumière du soleil. Grâce à cela, de nombreux organismes et créatures y prolifèrent. Tout animal vivant au-delà de cette zone est considéré comme une créature abyssale. Le ver Annelide Tomopteris est un ver segmenté que l'on trouve dans la zone crépusculaire de l'océan. Il s'agit de la zone qui se trouve entre 200 et 1000 mètres sous la surface. Ces créatures ne font souvent pas plus de 2,5 cm de long, mais les plus grandes d'entre elles peuvent mesurer jusqu'à 30 cm. Lorsqu'ils nagent et se nourrissent, ces vers effectuent ce que les chercheurs décrivent comme une incroyable danse. En effet, ils peuvent nager à grande vitesse et opérer très facilement des virages à des angles serrés. Lorsqu'on entend le mot « ver », on pense généralement au ver de terre commun. Il est donc intéressant de savoir qu'il existe un ver des profondeurs qui ne sort jamais de l'eau de toute sa vie. La plupart d'entre nous essaient d'éviter le contact avec les méduses échouées sur le sable ou celles qui nagent près de la surface. Mais tu ne risques pas de rencontrer la méduse Crossota, qui est aussi une créature abyssale. Cette magnifique méduse est généralement de couleur rouge rubis, orange vif ou violet électrique. C'est ce qui a permis aux chercheurs de réaliser qu'ils avaient trouvé une nouvelle espèce de méduse. La créature atteint une taille maximale de 2,5 cm de diamètre. Elle a des tentacules qui s'étendent dans toutes les directions. Si tu t'en approches, elle rassemblera tous ses tentacules vers son corps avant de s'éloigner rapidement à la nage pour éviter le danger. La méduse Crossota est extrêmement rare. Tu ne la verras pas très souvent. Et tu devras peut-être utiliser le robot de plongée profonde dont on a déjà parlé. Maintenant, si les vers et les méduses peuvent sembler tout à fait inoffensifs, ce n'est pas le cas du poisson vipère du Pacifique. Cette créature est équipée d'une très grande bouche et ses dents en forme d'aiguille sont la clé de sa stratégie de chasse. Le poisson vipère du Pacifique vit à environ 1500 mètres sous la surface de l'océan. Mais il fait partie des nombreux animaux marins qui migrent chaque nuit des profondeurs vers des eaux moins profondes pour se nourrir. Et qu'y a-t-il au menu d'aujourd'hui ? Beaucoup de petits poissons et de crevettes. La créature peut mesurer jusqu'à 30 cm de long. Ses 2 crocs avant, qui se dressent sur sa mâchoire inférieure, juste devant ses yeux, sont particulièrement spectaculaires. Lorsque le poisson décroche sa mâchoire, sa bouche peut s'ouvrir assez largement pour engloutir de plus petits animaux. Et sa dentition forme une sorte de cage qui empêche toute fuite. Tu as déjà vu une créature sous-marine qui ressemble à une fraise ? Oui, ça existe.
Regarde ces petits points sur le calmar fraise. Cette créature a un gros œil et un autre plus petit. On pourrait croire que c'est gênant et inconfortable, mais c'est en fait tout le contraire. Le grand œil gauche regarde vers le haut, il repère les ombres projetées par d'autres animaux dans les eaux peu éclairées au-dessus, et sa forme tubulaire l'aide à collecter autant de lumière que possible. De l'autre côté de la tête du calmar, tu peux voir son œil droit. Il est petit et regarde vers le bas. Cet œil recherche les flashs de bioluminescence produits par les animaux qui se cachent dans les eaux plus sombres en dessous. La bioluminescence désigne la production et l'émission de lumière par des organismes vivants. Au fait, ce calmar a un surnom. Il est connu sous le nom de calmar qui louche. Cela est simplement dû à la différence de taille remarquable entre ses deux yeux. Comme la lumière n'atteint pas les profondeurs de la mer, le corps du calmar fraise semble noir. Cela l'aide à se cacher de ses prédateurs comme les requins et les dauphins. En général, le calmar fraise atteint une longueur de 13 cm. Il vit à environ 900 mètres sous la surface, mais nage vers des eaux moins profondes la nuit. L'étoile à plumes est une créature marine sans colonne vertébrale, mais avec des membres en forme de plumes qui rayonnent à partir du centre de son corps. Cette créature est apparue pour la première fois il y a environ 200 millions d'années. Apparentée aux étoiles de mer, elle ressemble à une fleur. Mais si tu t'en approches, elle s'éloigne rapidement à la nage. Mais toutes les étoiles à plumes ne savent pas nager. De nombreuses espèces ne peuvent que ramper sur le fond de la mer. Comme certaines des autres créatures des profondeurs que nous avons examinées, l'étoile à plumes peut s'adapter à son environnement. Elle a la capacité effrayante de se débarrasser de ses membres, de la même façon que certains lézards peuvent se débarrasser de leur queue. Cela l'aide aussi probablement à échapper à ses ennemis. Les étoiles à plumes vivent partout dans le monde, de l'équateur au pôle, du sommet des récifs des eaux peu profondes aux profondeurs abyssales de la mer. Dans la catégorie des créatures mystérieuses, le nom de celle-ci est tout à fait approprié. Le vampire des abysses pourrait être le symbole officiel de la faune des profondeurs. Il a un corps rouge foncé, d'énormes yeux bleus et une toile semblable à une cape qui s'étend entre ses 8 bras. Ses caractéristiques ainsi que son nom peuvent suggérer que la créature est une sorte de chasseur terrifiant. Mais en réalité, le vampire des abysses est une créature timide au corps mou, de la taille, de la forme et de la couleur d'un ballon de football américain. Il atteint une longueur d'environ 30 cm et vit à 900 mètres sous la surface. Il n'y a presque pas d'oxygène à cette profondeur, mais aussi relativement peu de prédateurs. Ce sarcophage semble défier toute logique. Aucune ouverture visible. Aucun accès pour entrer ou sortir. Et pourtant, à l'intérieur repose Dame Chenet Aa, une femme énigmatique de l'Égypte ancienne, parfaitement conservée malgré 3000 ans. Comment s'est-elle retrouvée là? C'était la 3e période intermédiaire en Égypte, une ère située entre de grandes dynasties. Les pharaons arboraient la couronne bleue. Les prêtres de Thèbes jouissaient d'un pouvoir presque équivalent à celui des rois. Les marchés retentissaient des cris des marchands vendant dattes, papyrus et parfums précieux. Dame Chenet Aa avait entre la fin de la trentaine et le début de la quarantaine, un âge avancé selon les standards égyptiens de l'époque. Comme la majorité des Égyptiens, elle se nourrissait de pain, de lentilles et de poissons. À cet âge, ses dents étaient déjà fortement usées, jaunâtres et érodées, car la nourriture contenait souvent des grains de sable. Mais elle n'était pas une femme ordinaire. À son décès, pour des raisons inconnues, son inhumation fut somptueuse. Les habitants enveloppèrent son corps dans du lin coûteux et lui substituèrent des yeux artificiels pour remplacer les siens, afin qu'elle pût voir dans l'au-delà. C'est ainsi que nous l'avons retrouvée 3000 ans plus tard, dans un sarcophage richement décoré. Il était en cartonnage, sorte de papier mâché obtenu par superposition de lin et de papyrus agglomérés. Ces cercueils étaient extrêmement résistants et pouvaient endurer des millénaires, grâce au climat extrêmement sec de l'Égypte. Mais surtout, ce matériau était réservé à l'élite, ce qui indiquait son importance locale, même si le motif exact nous échappe. Pourtant, un problème majeur subsistait concernant sa momie. Comment ont-ils pu la placer dans ce cercueil? Malgré toutes les recherches, aucun point d'entrée n'était apparent. La seule ouverture visible était une minuscule fente près de ses pieds, insuffisante pour y introduire un corps entier.
Ce mystère a intrigué les chercheurs pendant des décennies, jusqu'à ce qu'ils découvrent enfin la vérité, tout récemment. Ces momies sont étudiées au musée Field de Chicago grâce à une technologie récente, la tomodensitométrie. Il s'agit, en substance, d'assembler des milliers de radiographies afin de produire des images tridimensionnelles d'une extrême précision. Cette méthode permet d'examiner les corps sans les altérer. Et les résultats révèlent l'ingéniosité remarquable des anciens Égyptiens. Ils n'ont pas façonné le cartonnage autour du corps de Chéné AA, ce qui aurait pourtant été la solution la plus simple. Les embaumeurs ont d'abord fabriqué le cercueil, puis l'ont humidifié afin de le rendre souple. Ils l'ont ensuite délicatement modelé autour de son corps enveloppé. Une fente fut bien pratiquée le long du dos du cercueil, mais elle fut ensuite lacée comme un corset, donnant l'illusion d'une absence totale d'ouverture. Enfin, un panneau de bois fut fixé à ses pieds pour maintenir l'ensemble, ce qui explique la petite fente observée. En règle générale, les organes internes étaient retirés et placés dans des vases, symboliquement protégés par les 4 fils d'Horus. Les Égyptiens croyaient que le défunt en aurait besoin dans l'au-delà. Ils estimaient également que ce procédé contribuerait à préserver le corps durant de très longues périodes, ce qui, à l'évidence, s'est révélé efficace. Grâce à ces croyances, les momies sont devenues de véritables capsules temporelles. Chacun des fils d'Horus avait pour mission de protéger un organe précis. Amset, à tête humaine, veillait sur le foie. Hapi, à tête de babouin, sur les poumons. Douamoutef, à tête de chacal, sur l'estomac. Et Kébé-Sénouf, à tête de faucon, sur les intestins. L'ampleur des efforts déployés par les embaumeurs force l'admiration, en particulier pour Dame Cheneta. Ils souhaitaient manifestement préserver son corps et lui offrir un sarcophage irréprochable. Il est alors difficile de ne pas s'interroger. Qui était-elle pour mériter une telle attention ? Les anciens Égyptiens pensaient l'au-delà un peu comme nous réfléchissons nos plans de retraite modernes. Il ne s'agissait pas simplement de mourir, mais de se préparer, préserver le corps, garantir la vision, et bien davantage. Plus une personne était riche ou influente, plus son existence après la mort devait être favorable. Toutefois, Chenet AA n'était pas la seule momie remarquable étudiée. Les chercheurs ont également examiné Arwa, un Égyptien ayant vécu à la même époque. Son corps suggère lui aussi un statut social élevé. Aucune trace de dur labeur, une dentition bien conservée, indiquant une alimentation de qualité, pauvre en sable. Certains individus ont manifestement bénéficié de privilèges, aussi bien de leur vivant qu'après leur mort. Mais l'histoire compte de nombreuses momies tout aussi énigmatiques. L'une d'elles est Xinzui, plus connue sous le nom de Madame Dai. Son histoire commence en 1968, près de Changsha, en Chine. Des ouvriers creusaient un abri anti-aérien destiné à un hôpital lorsqu'ils mirent accidentellement au jour un ancien site funéraire. En descendant sur place, ils firent une découverte stupéfiante. 3 tombes appartenant à une femme de la noblesse, à son époux, et à un jeune homme que l'on pense être leur fils. Elle était une noble de la Chine ancienne, au parcours particulièrement fascinant. Elle vécut il y a plus de 2000 ans, durant la dynastie des Han de l'Ouest. Elle était mariée à Li Kang, qui occupait la fonction de chancelier du royaume de Changsha, un rang particulièrement élevé. À première vue, Madame Dai semble avoir mené une existence faite de luxe et de privilèges. Elle disposait de musiciens particuliers pour animer ses réceptions et satisfaire ses plaisirs personnels. Elle jouait probablement du guqin, un instrument alors associé à l'érudition et à l'élégance. Son alimentation était digne d'une impératrice. Viande raffinée, mais délicat et abondance. Sa garde-robe regorgeait de soies somptueuses, sans même évoquer la quantité considérable de cosmétiques dont elle disposait. Mais cette opulence eut un prix. Avec l'âge, sa santé se détériora progressivement. Elle souffrait de multiples affections, une maladie cardiaque, le diabète, de l'hypertension ainsi que des troubles hépatiques. Son dos semblait également la faire souffrir, au point de limiter fortement ses mouvements. Pour parachever ce tableau, elle développa des calculs biliaires. L'ensemble de ces pathologies conduisit finalement à une crise cardiaque qui l'emporta vers l'âge de 50 ans. Un détail particulièrement troublant fut relevé par les scientifiques. Plus de 130 graines de melon furent retrouvées dans son estomac et ses intestins. Elle avait très probablement consommé de la pastèque quelques heures avant sa mort, ce qui suggère que le décès survint en été, à la saison où le fruit est mûr. Elle savourait ainsi une douceur simple et sucrée peu avant que sa vie ne s'achève brutalement.
Les fouilles débutèrent en 1972 et se révélèrent du complexe. Plus de 1500 étudiants de la région durent être mobilisés. Parmi les découvertes, Madame Dye demeurait la plus énigmatique. Elle avait été inhumée dans 4 cercueils rectangulaires en pin, emboîtés les uns dans les autres à la manière d'une poupée gigogne, le tout enveloppé de 20 couches de soie et scellé par d'importantes quantités de charbon de bois et d'argile blanche. Les cercueils étaient en outre magnifiquement peints, décorés de divinités protectrices, d'animaux mythiques et de nuages symbolisant les cieux. On y trouvait également des représentations de créatures divines et du mont Kunlun, montagne mythique où, selon les croyances, les êtres humains accédaient au bonheur éternel. L'ensemble de ces éléments nous éclaire sur la dynastie Han, sa conception de l'au-delà, son art, son quotidien et l'excellence de son artisanat. Lorsque les chercheurs atteignirent enfin le corps, la découverte fut saisissante. Une peau souple, des articulations encore mobiles et un état de conservation presque parfait. Elle avait conservé ses cheveux, ses cils, ses empreintes digitales et même des traces de sang, donnant l'impression qu'elle n'était décédée que quelques semaines auparavant. Les anciens avaient recours à une méthode de préservation ingénieuse. Il semble que les embaumeurs aient immergé Dame Dye dans un liquide acide étrange et mystérieux, capable d'empêcher la prolifération des bactéries. Hélas, ce liquide provoqua chez tous les chercheurs qui la manipulèrent de violentes éruptions cutanées, lesquelles persistèrent durant 3 mois. Et savez-vous ce qui fut enseveli avec elle? Plus de 1400 objets, principalement des effets personnels tels que des vêtements en soie, des cosmétiques et des instruments de musique. On y trouva également de la nourriture, céréales, viande, vin et pâtisserie. S'y ajoutaient 162 figurines en bois sculptées représentant divers serviteurs et musiciens. Elles étaient peut-être destinées à la servir dans le